Donc, je vais commencer par vous présenter peut-être pour les gens qui sont les plus extérieurs au projet et puis pour les curieux qui nous suivent en visio, ce projet collectif de recherche qui fonctionne depuis 3 ans donc, et qu'on avait intitulé Reforest 81 pour recherche historique sur les espaces forestiers du Tarn, organisation, ressources, société, territoire. 81 parce que c'était bien le département du Tarn qui était notre première cible, puisque dans la genèse du projet, il y avait bien sûr la prise de conscience, comme elle a été faite déjà depuis longtemps dans d'autres régions françaises, du rôle de conservatoire archéologique des forêts, de leur place dans l'économie rurale ancienne, le fait que les espaces forestiers actuels n'ont peut-être pas toujours été des forêts dans la longue durée de mise en valeur des espaces ruraux, et que ces espaces forestiers eux-mêmes avaient un rôle économique, un rôle social aussi dans les économies rurales. Et cette approche des espaces forestiers anciens a considérablement été renouvelée grâce à cet outil particulier dont on va sans doute pas mal parler pendant 2 jours, le LIDAR, sauf peut-être dans la grande moitié sud ou un grand quart sud-ouest de la France. Ça, ce sont des données que l'on doit à Muriel, qui est là dans la salle, Muriel Leroy, qui, dans son rapport sur l'utilisation du LIDAR en archéologie, a bien pointé le fait qu'en France, on avait un vrai gradient nord-est-sud-ouest dans l'utilisation et l'engouement pour le LIDAR archéologique. On n'avait pas grand-chose finalement dans ce grand quart sud-ouest, en Occitanie et en Aquitaine en particulier. Alors il faudra s'interroger pourquoi. Ça peut être l'objet d'un des thèmes de la table ronde de demain, peut-être le manque d'équipes vraiment investies dans cette archéologie forestière, peut-être aussi pour l'arc méditerranéen, une végétation particulière, souvent persistante, souvent basse, touffue, dense, peu favorable à la pénétration du faisceau du LIDAR. Surtout, ce qui a motivé ce projet, parce que j'en suis pas vraiment à l'origine, même si je joue un peu le chef d'orchestre dans tout ça, c'était le constat d'une grande vitalité des recherches dans le Tarn par l'existence d'un réseau local d'associations et d'amateurs d'archéologie, mais au sens noble d'amateurs. Voilà, on entendra beaucoup parler, et des communications émaneront du Conseil départemental d'archéologie du Tarn, du Centre archéologique des Pays albigeois aussi, et puis en Montagne Noire, de l'association Aura Francium, par exemple. Donc, l'existence de ce faisceau d'associations qui n'existe quasiment plus ailleurs en France, et il me semble, enfin en tout cas avec beaucoup moins de vitalité. Donc l'objectif du projet était vraiment de fédérer, de mettre en valeur ces travaux de recherche parfois un peu dispersés, qui peinaient à atteindre un niveau de notoriété ou de publication, alors que la qualité était bien au rendez-vous. Et il y avait aussi la volonté de la part du service régional de l'archéologie, justement, peut-être un peu de combler ce retard, ou en tout cas d'acquérir la documentation nécessaire à l'évaluation du potentiel archéologique des espaces forestiers d'Occitanie, en investissant dans l'acquisition de données LIDAR aéroportées, mais pas seulement, j'imagine, à acheter du LIDAR pour du LIDAR, mais que ces acquisitions soient bien adossées à des projets de recherche qui permettraient de les mettre en valeur. Alors, un mot sur le LIDAR, sans vouloir offenser l'auditoire qui est sans doute très au fait de cette technologie, mais enfin, il est pas mal de rappeler que le LIDAR, c'est d'abord un acronyme, Light Detection and Ranging, qui consiste donc dans l'envoi d'un faisceau lumineux laser depuis une plateforme aéroportée, ce faisceau étant interrompu et renvoyé vers le capteur par les objets paysagers au sens large qu'il rencontre. Et la mesure du temps de réflexion de ce signal permet donc de résumer son trajet à un point dans l'espace. Donc, il en résulte un scanning complet du paysage avec une description précise des objets sous forme de nuages de points renseignés par des coordonnées X, Y, Z. Alors, on voit bien qu'une partie de ce faisceau parvient à franchir, sans la traverser, bien sûr, mais surtout dans le cas de survol en période hivernale, à atteindre le sol. Et donc, tout l'intérêt pour l'archéologue, c'est bien sûr d'avoir cette suppression virtuelle de la végétation pour ne retenir que les points qui documentent la surface d'un terrain nu et qui permettent donc de mettre en lumière tout un tas de micro-reliefs qui ont été fossilisés par le couvert forestier et qui renvoient à des occupations anciennes des espaces forestiers actuels et à des
des périodes chronologiques où peut-être la forêt n'avait pas la même emprise ou la même densité qu'aujourd'hui. Alors, je dis très vite que l'objectif de l'archéologue, c'est de supprimer la végétation, ce qui n'est pas le cas de nos collègues et partenaires de l'ONF ou du CRPF ou des écologues même qui travaillent sur la physionomie des espaces forestiers actuels, qui, eux, vont bien sûr exploiter tout ce nuage de points qui correspond au sursol et qui va permettre je parle sous leur contrôle, de compter les arbres, de mesurer leur hauteur, d'en estimer des cubages de bois éventuellement. Donc, voilà, une utilisation qui est sans doute très appauvrie que celle de l'archéologue, qui consiste à ne retenir que les points sols par des algorithmes de filtrage qui sont adéquats pour ça. Alors, quels sont les terrains qu'on a souhaité investir donc en Occitanie? 3 massifs forestiers. L'ancienne forêt d'Agre, actuelle forêt domaniale de Saint-Port en Tarn-et-Garonne, qui avait fait l'objet de recherches dans un programme précédent qui s'appelait Repérage et qui portait plutôt sur l'occupation du sol dans la vallée de la Garonne, mais où finalement cet espace forestier actuel constituait vraiment un angle mort, un trou dans la carte archéologique du fait du manque d'informations sur l'occupation ancienne de cet espace forestier. Et donc, ça a été l'occasion de documenter de façon continue cette forêt d'Agre, qui avait fait l'objet de survols ponctuels avec un lidar embarqué par drone, mais de façon très ponctuelle sur certains sites qui étaient connus antérieurement. Le deuxième massif, c'est la forêt de Grésigne, forêt domaniale de Grésigne dans le Tarn, dont on va entendre parler. Je ne veux pas déflorer les communications qui vont suivre. Une forêt royale à partir du XIIIe siècle et qui a été progressivement fermée, exclue finalement, en tout cas sur le papier, pour les communautés locales comme espace forestier royal. Et puis, là, une partie du massif forestier de la Montagne Noire occidentale, autour d'Arfons, la forêt domaniale de Ramondens, qui a une autre histoire sur laquelle on reviendra aussi, mais qui bénéficiait aussi de recherches menées au niveau local de façon très intensive et de façon très qualitative aussi. Donc, quelques mots, parce que voilà, il faut parler un petit peu technique, sur le cahier des charges qui a été élaboré pour documenter ces 3 massifs forestiers. L'objectif initial, même si ces acquisitions ont été réalisées avec des partenaires que sont l'ONF ou l'ADREAL dans certains cas, nous avons choisi une période d'acquisition hors feuille pour avoir un maximum de points sols. Il faut savoir que c'est un compromis qu'on a construit avec l'ONF qui est intéressé aussi pour avoir parfois des couvertures, alors pas totalement feuillues, mais parfois à l'amorce des feuilles pour avoir, si j'ai bien compris, des couronnes d'arbres qui se dessinent beaucoup mieux qu'en période hivernale complètement hors feuilles. Et puis période hors neige pour éviter la diffraction du faisceau laser. On a commandé une densité d'émission minimale de 10 voxels, 10 points par mètre carré à l'émission de la plateforme aéroportée et une précision de 10 cm dans toutes les directions. Pour la première tranche d'acquisition qui a concerné les forêts d'Agre et de Grésigne, nous avions commandé également pour une utilisation plus rapide et optimale, notamment pour l'ONF qui avait un besoin urgent de ces données sur la Grésigne pour élaborer son plan de gestion. Nous avions commandé aussi la classification des points en 5 catégories, notamment donc une classe sol, une classe sur-sol, des bâtiments, de l'eau, des pylônes et des câbles. Voilà. Sachant que pour l'utilisation archéologique, on a testé la validité de cette classification des points sols qui parfois peut être réalisée un peu à la serpe, et peut supprimer des anomalies d'intérêt archéologique en même temps que des points correspondant à du sursol. Donc on a bien testé l'efficacité de cette classification des points sols pour la détection des vestiges archéologiques. Et puis tout ça a été livré en dalles, assez classiquement, en dalles carrées de 500 mètres de côté. Et puis, on s'est chargé au sein du laboratoire Trace de produire les livrables qui seraient immédiatement utiles à l'ONF avec un pixel d'1 mètre de résolution, le modèle numérique de surface, donc le modèle de canopée finalement, le modèle numérique de terrain qui ne correspond qu'au point sol, et puis le modèle numérique de hauteur qui correspond à la soustraction des 2 premiers pour avoir dans la continuité de l'espace la hauteur des arbres. La hauteur de la canopée.
C'est la société Imao, qui est basée à Limoges, qui a obtenu ce marché pour les 2 tranches. Et puis donc, nous avons produit pour l'archéologie des MNT à 50 cm et même 25 cm pour certains secteurs utiles à la détection archéologique. Le modèle numérique de terrain n'étant, je le rappelle, qu'une grille, un maillage où chaque pixel est renseigné par l'altitude du terrain nu. Donc, il est utile ensuite de produire un certain nombre de visualisations particulières de ce modèle numérique de terrain, les plus classiques étant les ombrage directionnel ou multidirectionnel. Et puis, nous avons utilisé la boîte à outils Relief Visualization Toolbox de nos collègues slovènes, qui permet donc de produire, vous voyez, pour le même site d'intérêt archéologique, différentes visualisations différentes qui, en les superposant, permettent un inventaire optimal des anomalies micro-reliefs qui apparaissent. Et ce qui a été intéressant, ça a été de précisément mettre à la disposition de tous les membres du PCR, alors non pas les données brutes dont la plupart n'auraient pas su quoi faire, bien sûr, mais de mettre à leur disposition l'ensemble de ces visualisations, les ombrages multidirectionnels, les modèles de relief local, sous la forme de couches raster. On a fait une initiation à QGIS pour l'ensemble des membres du PCR, parfois certains d'entre eux n'étant pas très familiers de ces systèmes d'information géographique. Donc, on a fait une journée complète d'initiation, de sorte qu'ils soient capables d'ouvrir ces visualisations dans QGIS et de pouvoir redessiner dessus l'ensemble des anomalies qu'ils pouvaient repérer sur leur secteur d'intérêt. C'était bien ça l'objectif. Alors ensuite, voilà, le gros du travail, j'allais dire, une fois qu'on a ces données à disposition, c'est la vectorisation des anomalies topographiques sous forme soit de points, pour par exemple les tas d'épièrrements, les replats de charbonnage, sous forme de lignes, pour le réseau hydrographique au sens large, mais aussi de drainage, les cheminements, les anciens itinéraires au sein de ces espaces forestiers, ou les parcellaires, quand il en existe des vestiges de parcellaires sous forme de micro-reliefs. C'est un travail qui a été fait assez vite la première année sur la forêt d'Agre, et puis plus lentement sur la forêt de Grésivnes, qui est plus vaste aussi. Et je crois que c'est un travail qui reste à faire de façon en tout cas systématique, dalle par dalle, vraiment, pour le massif de la Montagne Noire. C'est pourquoi nous n'avons sans doute pas trop d'une deuxième autorisation triennale, si on nous l'accorde. Alors, la liste des participants, non pas pour que vous y repériez tel ou tel nom ici ou là, mais plutôt pour vous montrer la diversité des acteurs de ce projet collectif de recherche qui rassemble bien sûr des personnels des UMR, Trace, Framespa et Géode, donc Trace pour l'archéologie, Framespa pour l'histoire et Géode pour la géographie de l'environnement, mais aussi tout un tas de partenaires qui viennent du milieu associatif, puisque j'ai dit que l'idée était bien de mobiliser les travaux et les compétences qui se trouvaient dans ce réseau local d'associations, les musées aussi, le musée du verre de Carmaux, par exemple, voilà, le CDAT, le CAPA, Aura Foncium, toutes ces associations qui sont chevilles ouvrières sur ces terrains et depuis longtemps. On s'est organisé de façon thématique selon 4 axes. Un premier axe qui porte sur la gestion, l'exploitation sylvicole, donc vraiment s'intéresser à la façon dont ces espaces forestiers ont été gérés et conduits aux périodes antérieures, médiévales, modernes, pourquoi pas plus anciens également. Donc voilà, quelles informations on peut récolter sur cette gestion forestière, sur la conduite plutôt en taillis ou en futaie, sur les cycles d'exploitation de ces forêts. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on va aborder ces questions-là dans différentes communications. Un deuxième axe qui porte sur les activités artisanales dont on peut trouver trace en forêt, notamment grâce au lidar, l'artisanat ou l'industrie métallurgique, extraction minière, l'artisanat verrier, on l'a dit, on le verra aussi, plusieurs ateliers de verrier repérés notamment en Grésivnes, et puis le charbonnage, bien sûr, qui constitue un vestige important qu'on détecte très facilement et de façon très évidente sur les images lidar, c'est souvent assez saisissant. Un troisième axe sur l'occupation du sol dans le temps long qui visait vraiment à remettre ces espaces dans un contexte
géographique et chronologique plus large, c'est-à-dire ne pas considérer ces forêts un peu comme des îlots de recherche qui ne regarderaient pas ce qui se passe autour. Donc, vraiment élargir la focale sur le plan géographique pour voir comment ces espaces forestiers ou ces espaces ruraux, plus généralement, s'insèrent dans une économie rurale plus globale qui irait des centres villageois jusqu'à ces espaces forestiers et l'articulation entre les espaces les plus intensément cultivés et ceux les plus marginaux, peut-être, si on peut le dire comme ça. Et puis dans la longue durée, essayer de repérer justement des étapes dans l'installation de ces espaces forestiers, la forêt avant la forêt pendant la forêt. Et puis aujourd'hui, on discutera peut-être de la forêt après la forêt, mais on ne peut peut-être pas aller jusque-là. Et puis un axe important qui portait sur la valorisation, qui porte sur la valorisation du patrimoine forestier, dont il sera largement question demain aussi. C'est-à-dire de quelle manière on peut transmettre les résultats de ces recherches, alors auprès de différents publics, un public de gestionnaires, bien sûr, comment prendre en compte l'archéologie dans la gestion forestière, enfin on va discuter de ça beaucoup pendant ces 2 jours, mais aussi auprès du grand public, c'est-à-dire est-ce qu'il est souhaitable de transmettre, de diffuser l'ensemble des résultats, sous quelle forme? Est-ce qu'on doit créer absolument des sentiers de découverte archéologique au risque d'entraver parfois aussi les usages plus économiques de la forêt? Est-ce qu'on doit considérer des diffusions hybrides entre du virtuel et du réel? Donc voilà, on discutera de tout ça également pendant ces 2 jours. Alors, je brosse rapidement les principaux résultats de ces 4 axes thématiques, sans déflorer là encore des communications qui vont suivre. Sur la gestion sylvicole, d'abord, en Grésine, je crois que les premiers travaux importants vont nous être présentés tout à l'heure par Bernard Allais. C'est sur la clôture de cette forêt progressive à partir de la période moderne, avec ce qu'on a appelé le mur de Froidour, qui a donc pu être repéré, investigué, là aussi avec des méthodes traditionnelles de dessin, de relevé sur le terrain, mais qui a pu être très bien aussi remis en contexte grâce à l'imagerie LIDAR et voir comment ce mur s'insère dans un contexte topographique particulier, mais aussi par rapport au cheminement pour entrer, sortir de la forêt. Bernard nous racontera tout ça. La question des bornages, dans le même ordre d'idées, plusieurs générations de bornes qui ont pu être repérées. Alors c'était vrai déjà en Montagne Noire avec les travaux d'Aura Foncium qui ont systématiquement inventorié l'ensemble des bornes de la forêt de Ramondins. C'est vrai aussi pour la Grésine avec le repérage de plusieurs générations de bornes. Ça a été l'objet d'un travail de master d'ailleurs de Florence Barroso. Sur les artisanats forestiers, c'est surtout un inventaire du potentiel qui a été réalisé par Sylvain Bury dans les sources écrites, le repérage dans les archives des activités de transformation de la matière première bois, des activités aussi qui ont pu être consommatrices de combustible en allant se frotter à la documentation, notamment notariale, où personne ne veut aller, mais où Sylvain plonge bien volontiers. L'artisanat verrier, alors là, c'est plutôt aussi focalisé sur la Grésigne, où plusieurs ateliers de verrier étaient connus. Un très bon travail de master a été réalisé par Nina David, là encore sous la direction de Sylvain Bury, pour restituer la localisation, la chronologie de ces ateliers de verrier, et puis aussi une partie de leur production. On a essayé d'aller un petit peu plus loin en y développant des prospections géophysiques pour passer parfois de simples mentions toponymiques d'ateliers de verrier à la possibilité peut-être, grâce à la géophysique, d'aller identifier les structures de combustion elles-mêmes, les fours de verrier, de pouvoir passer du qualitatif au quantitatif en essayant de compter le nombre de fours que pouvaient comporter ces ateliers. Il y aura une présentation sur le charbonnage ancien avec le projet Grésicharb, ce sera en fin de journée, où il était question d'aller plus loin que le simple repérage de ces plateformes de charbonnage, mais d'aller les utiliser comme des proxys, des gisements de charbon qui nous permettent d'accéder à la physionomie des forêts anciennes par l'étude et la datation de ces charbons. On y reviendra en fin de journée. L'élargissement des focales spatiales et chronologiques, ça consiste essentiellement dans les travaux de cartes archéologiques
autour de ces différents massifs, alors en remobilisant les bases de données du ministère de la Culture et en vérifiant systématiquement les données qui y sont portées. Donc, on peut produire ce genre de carte sur l'insertion de ces espaces forestiers actuels dans des trames d'occupation du sol plus anciennes, hein, du néolithique aux âges des métaux, la période romaine, le Moyen-Âge. On ne peut pas en dire grand-chose parce qu'on sait finalement très peu de choses de chacun de ces sites pris individuellement. On a un gros travail de reprise de la documentation, mais aussi d'investigation sur le terrain pour les sites de ces différentes périodes qui sont localisés en forêt, mais où la plupart du temps, on n'a quand même pas beaucoup d'éléments de datation. Donc, il nous faudra aller sur de l'archéologie un peu plus invasive que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'était le cas aussi autour de la Montagne Noire, avec des travaux de reprise de la carte archéologique qui ont été réalisés par le Conseil départemental d'archéologie du Tarn. Et puis sur cette thématique, ce sont bien les couvertures LIDAR qui apportent des informations déterminantes pour localiser une petite dizaine de ce genre de petits sites fortifiés de hauteur, hein, dont la morphologie ne nous dit rien de la datation. C'est là où il faudra aller réaliser sans doute un certain nombre de sondages. On récolte très peu de mobilier en surface, mais on trouve une petite dizaine de ces sites qui sont situés sur des zones de confluence de cours d'eau en hauteur, des sites de petite surface avec fossés, remparts internes, qui peuvent aussi bien renvoyer d'un simple point de vue morphologique, aussi bien à la protohistoire qu'au Moyen-Âge, et dont la plupart certains étaient connus dans la documentation ancienne des érudits locaux, mais n'avaient pour la plupart jamais fait l'objet de plans de relevés en tant que tels, parce qu'on connaît tous la difficulté à réaliser ces travaux de topographie en milieu forestier. Donc là, le LIDAR nous les donne à voir de manière assez saisissante et immédiate. Un vrai site médiéval, une motte castrale, donc pour laquelle on peut là associer une forme, un micro-relief, toute une série de micro-reliefs, à un petit dossier documentaire. Hein. C'est la motte de Saint-Clément, dans le massif de Grésigne, pour lequel on a un certain nombre de sources d'archives, alors qui nous parlent non pas d'une motte, mais plutôt de ressources ecclésiastiques, hein, un dimère, une église, qu'on n'a pas trouvé. Voilà, c'est là où il faut aller plus loin aussi en termes archéologiques pour passer de la motte au décimère, peut-être. En forêt d'Agre, là aussi, hein, tout un tas de sites ont pu être immédiatement repérés, certains connus antérieurement, d'autres non, évidemment. Hein. On est passé de cette approche en forêt d'Agre très ponctuelle où on avait pu survoler certains sites avec un drone équipé de lidar, à cette approche continue dans l'espace qui nous permet vraiment de remettre les sites dans leur contexte. Donc ici, un supposé camp romain de la bibliographie ancienne, un schéma très général avait pu être dressé à la fin du 19e siècle. Un schéma pas trop faux d'ailleurs, hein, quand on regarde l'imagerie LIDAR, avec une forme de dynamique paysagère également qui avait été repérée dès le 19e siècle, avec une partie de ce site qui avait été entamée par une phase de défrichement récent. La forêt avait été défrichée, mise en culture. Et on voit bien, aujourd'hui, la forêt est revenue jusqu'ici. Hein. Donc, on voit bien à quel point cette étape de défrichement, cette mise en culture temporaire, hein, sur un siècle à peu près, a conduit à quasiment effacer complètement, quasiment un quart de ce site qui n'est plus visible, là où le défrichement a été opéré. Donc là non plus, supposé camp romain, mais on n'a pas d'éléments de datation. Là, pour le coup, la parcelle est à peu près inaccessible du fait de son état d'enfrichement important. D'autres petites mottes, alors petite motte très petite, hein, petite plateforme fossoyée, qui était connue antérieurement également comme étant la motte de Carillon, vraiment très 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 petite, hein, quelques mètres de diamètre, 2 mètres de hauteur, un fossé qui est parfois encore en eau. Hein, on est allé chercher l'eau d'un ruisseau pour aller alimenter le fossé de cette petite motte, qui peut tout aussi bien être une garenne à lapin. Hein. Donc là aussi, il faudra aller plus loin en termes d'archéologie pour trancher entre site castral et site presque agricole. Une église qui était mentionnée dans la documentation ancienne, une église médiévale, l'église de Gavancelles, qui était bien connue, qui est encore mentionnée sur des plans anciens de la forêt du XVIIe siècle, qui a fait l'objet de pèlerinages pour les communautés locales jusqu'au XXe siècle. Et on espérait que le LIDAR permette une mise en contexte de cette église. On aurait pu imaginer le développement d'un habitat autour ou d'une mise en valeur agricole avec des vestiges de parcellaires. Ça n'a pas été vraiment le cas. On a une église un peu isolée au milieu de la forêt actuelle, mais il faut savoir que cette forêt d'Agre a été
exploité de façon très intensive au cours du XXe siècle et on sait bien l'impact de certaines coupes à blanc sur la préservation de certains micro-reliefs. Donc, pour l'instant, c'est une forêt isolée, c'est une église isolée, pardon, au milieu de la forêt. Et puis d'autres sites qui n'étaient pas connus, donc bien sûr tout un tas de petits enclos, indéterminés pour le moment, des mares, sans doute une église Saint-Martial dont on connaissait le toponyme, mais qu'on n'avait pas réussi à localiser jusqu'à présent. Là, on est sur une parcelle qui est justement c'est une parcelle privée. On n'est pas dans un contexte de gestion domaniale, par exemple, une église qui a sans doute eu très chaud avec le passage de l'autoroute dans les années 80, 70, je ne sais plus. Non, l'apport finalement le plus spectaculaire sur la forêt d'Agde, ça a été l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur cette forêt, qui, donc là aussi, grâce au partenariat avec l'ONF et à son service historique, j'ai envie de dire, service historique de l'ONF qui a retrouvé tout un tas de documents sur l'utilisation de la forêt comme dépôt de munitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, tous ces petits enclos en agrafe qui étaient vraiment très spectaculaires sur l'imagerie lidar, mais bon, régulièrement alignés sur les grandes allées forestières qui ne pouvaient pas être du coup très, très anciens, mais qui étaient assez spectaculaires, très régulièrement répartis, qui sont donc des dépôts de munitions, et puis des vestiges de bombardement. Alors, on a tous les calibres, hein, donc c'est très intéressant. Donc, tout ça pour illustrer finalement cette histoire très longue de ces espaces forestiers, dont on peut trouver des traces d'occupation sans doute antérieures à la forêt dès la proto-histoire, et c'est une histoire qui court au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, si on ne parle que d'impact archéologique. Même chose sur la Montagne Noire, hein. Là, le lidar, la mise à disposition des visualisations lidar auprès des chercheurs locaux a permis, je ne donne qu'un exemple parce qu'il y aura une communication entière, voire deux, sur tout ça, a permis vraiment de remettre certains sites qui étaient déjà bien connus dans un contexte topographique élargi. J'ai pris que l'exemple du castrum de contraste, dont on connaissait assez bien, je pense, les abords immédiats de la mise en valeur sous forme de terrasse de culture autour de ce castrum de contraste. Mais le lidar a vraiment révélé, je pense, vous me direz si je me trompe, une mise en valeur plus large de tout le plateau sous forme de parcellaire fossile. C'est aussi, là aussi, en élargissant les focales spatiales et chronologiques, une reprise par Jean Wacker de l'inventaire des trouvailles métalliques, des sites archéologiques, des âges des métaux de cette partie occidentale de la Montagne Noire et de ses abords. Voilà, des objets isolés, mais aussi des reprises de photo-interprétation qui permettent de localiser un certain nombre de sites qui montrent l'occupation ancienne de ces secteurs qui n'ont sans doute pas toujours été forestiers. Et puis, dans le temps long, là aussi, on va jusqu'à la prise en compte du cadastre napoléonien pour cette occupation du sol, c'est-à-dire précisément mesurer la pression agraire qui a pu exister autour de ces espaces forestiers en restituant une image du paysage au début du XIXe siècle, alors en géoréférençant les planches du cadastre napoléonien, en les redessinant et en y attribuant les informations qu'on va chercher dans les états de section. On peut dresser comme ça une image du paysage pour répondre à la question, est-ce que ces grandes forêts royales ou domaniales étaient des espèces d'îlots de verdure au milieu d'espaces subissant une très forte pression anthropique pour l'agriculture, ou est-ce que finalement c'était des ressources en bois comme il pouvait en exister d'autres tout autour. Et puis on peut, à partir de ce cadastre napoléonien, par le répertoire microtoponymique qu'il nous offre, eh bien, on peut remonter le temps en mobilisant les compois, les terriers quand ils existent, et en localisant à la fois les espaces cultivés et les espaces boisés à l'échelle de ces microtoponymes. Ça a été le travail de Florence Barroso autour d'une partie de la Grésine. Axe 4 sur la sensibilisation, la valorisation du patrimoine forestier. Là, ce sera plutôt demain qu'on en parlera avec ce projet de plaquettes de sensibilisation des propriétaires forestiers privés, les sensibiliser au fait que leurs parcelles de forêt peuvent abriter des vestiges archéologiques, pas forcément spectaculaires, mais qui peuvent intéresser les chercheurs et qui peut être intéressant de faire remonter cette information auprès des services compétents
sans avoir peur des services compétents, parce qu'il y a un peu de désinformation là aussi qui peut circuler dans les milieux de la propriété forestière privée. Donc ça, vous aurez une présentation sur ce projet et plus largement sur la sensibilisation des propriétaires privés demain. Et puis, ça a été aussi le travail mené en collaboration avec la DREAL, qui a été cofinanceur des données LIDAR sur la montagne noire. Un travail donc de repérage systématique sur le LIDAR et sur le terrain de la rigole d'essai du canal de Midi, réalisé par Riquet à la période moderne. Donc, un tracé qui était largement supposé jusqu'à présent, que le LIDAR a permis en beaucoup d'endroits d'affirmer. Et ça a été complété par des travaux d'arpentage systématiques sur le terrain, dont là encore on parlera demain. Et puis les questions de diffusion vraiment auprès du grand public, c'est cette question que l'on se pose entre valorisation réelle et valorisation virtuelle. Ce sont des travaux de numérisation 3D par photogrammétrie qu'on a réalisés sur un certain nombre de petits patrimoines forestiers. Ici, un pétroglyphe en forêt de Grésigne. Et puis, même chose sur certaines bornes, dont les plus anciennes remontent au XIIIe siècle, qui sont dans un état sanitaire qui peut être intéressant de suivre un peu dans la longue durée. Et la modélisation 3D par photogrammétrie permet ça, en même temps qu'elle permet aussi de mettre à la disposition du grand public, sur son ordinateur, la visualisation en 3 dimensions de ces bornes qui sont pas toujours accessibles en forêt et qui peut être bien de mettre à disposition de cette façon-là. Voilà, donc je m'arrête là. J'ai presque respecté le temps avec le générique de ce projet, vous voyez, qui, vous l'avez compris, rassemble un grand nombre d'acteurs qui ont travaillé vraiment ensemble pendant ces 3 ans et qui souhaitaient justement faire le point avec vous sur leurs travaux.